Cléopâtre était noire. C'est en tout cas ce que Netflix veut que vous pensiez et c'est tout le thème de sa nouvelle série documentaire Queen Cleopatra, produite par Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith. Je n'exagère pas quand je dis que c'est le message de la série, parce que c'est comme ça qu'elle débute, c'est comme ça qu'elle nous est vendue dans la bande-annonce, et c'est comme ça qu'elle est conclue. L'une des intervenantes, dont je vais beaucoup vous parler, vous allez voir, nous dit I don't care what they tell you in school. Cleopatra was black. Je vais pas vous faire patienter plus longtemps, je vais dire les choses clairement d'entrée de jeu. En plus d'être mauvais, ce documentaire est orienté, malhonnête et mensonger. Voilà, vous avez mon avis, si c'est ça qui vous intéresse. Maintenant, si vous voulez rigoler un peu, vous pouvez rester, parce que je peux vous dire qu'il y a de quoi. Par contre, si vous restez, c'est à vos risques et périls, hein, voilà, je vous le dis. Et concernant la Reine Charlotte, autre série Netflix récente, je vais être honnête avec vous, je l'ai pas vue, j'ai pas l'intention de la voir, je vais juste l'englober dans mon propos au sujet de cette énième et grotesque tentative de blackwashing de Netflix. Parce que visiblement, il y a des réappropriations culturelles qui dérangent moins que d'autres, et c'est pourquoi on va un petit peu remettre les points sur les i. On va commencer par Cléopâtre, donc Queen Cleopatra, c'est la série qui fait le plus parler d'elle en ce moment. Selon cette série, Cléopâtre était noire, enfin métisse. C'est le propos, enfin l'un des propos, parce que vous allez le voir, il y a une grosse part de féminisme aussi, de cette nouvelle série Netflix produite par Jada Pinkett Smith au sein de cette thématique consacrée aux reines africaines méconnues. Alors déjà, en termes de reines africaines méconnues, Cléopâtre, excusez-moi, mais on a vu mieux. Si encore c'était le seul reproche qu'on pourrait lui faire, à la limite, mais là, il n'y a rien qui va. En termes de réalisation, c'est nul. Les scènes de reconstitution sont ridicules, les acteurs jouent mal, les décors sont toujours les mêmes et c'est moche. Quant aux costumes, parfois on se croirait dans un épisode de JDG, franchement. J'en reste là pour la forme parce que ce qui pose surtout problème ici, vous l'aurez compris, c'est le fond. Et bien ce fond, avec cet afrocentrisme et ce féminisme affiché, parlons-en. Pour alimenter ce fond, justement, les scènes de reconstitution et de narration sont entrecoupées par des interventions d'experts. Et bien ces experts, regardez-les. Regardez-moi ça. Alors je sais que c'est pas un argument en soi d'attaquer là-dessus, mais honnêtement, quand vous avez vu ça, vous avez tout vu. Ça, c'est un a priori, c'est facile, ok. Mais après, quand ils interviennent, quand ils ouvrent la bouche, franchement, on aurait préféré en rester à cet a priori. Tous ces experts, comment dire, c'est des groupies, tout simplement. De vrais groupies, voire des illuminés, je vous jure. Quand on les écoute, on a l'impression qu'ils nous parlent de Britney Spears, quoi. Ce sont des spécialistes très spéciaux, disons. Il n'y a aucune subtilité. Cléopâtre est absolument parfaite. Elle n'a aucun défaut. C'est limite s'ils en arrivent pas à la conclusion qu'elle était vraiment une déesse, en fait, d'ascension divine, et qu'elle était Isis en personne. Je n'exagère pas. C'était une femme forte, indépendante. Ah oui, parce que au-delà du côté militant afrocentriste exagéré, dont je vais vous parler juste après, le documentaire est aussi très orienté féministe, hein. C'est un peu la deuxième dose qu'on se prend en pleine figure. La série commence littéralement par ces mots. Il y a fort longtemps, les femmes régnaient avec un pouvoir inégalé. Elles ne s'inclinaient devant aucun homme. Quand t'as entendu ça, tu sais que tu vas passer un bon moment. C'était donc une femme forte, indépendante, une guerrière intrépide, une souveraine proche de son peuple. N'importe quoi. Cléopâtre, c'était une déesse, hein, d'ascendance divine. Le peuple égyptien, on va le dire les choses concrètement, elle n'en avait rien à carrer. Petite touche de marxisme là. Enfin, vous voyez le genre quoi, elle était parfaite. Toutes ses décisions sont bonnes, et c'est simple, dans la série, on lui pardonne tout, absolument tout. Lorsqu'une guerre civile éclate à Rome entre César et Pompée, la narratrice nous dit, une fois de plus, c'était pour le pouvoir. Non sans blague, quoi d'autre? Le pouvoir de deux hommes. On insiste bien là-dessus. Alors que quand c'est Cléopâtre qui fait assassiner sans vergogne ses frères et sœurs, là c'est ok, voyez-vous, parce que ah, c'était comme ça à l'époque, quoi. Et on a sans arrêt cette opposition manichéenne entre, d'un côté, le méchant patriarcat romain, avec le bruit des bottes en plus, hein, bien accentué, et de l'autre, cette Égypte avec ses femmes libérées qui peuvent, je cite, hein, divorcer et créer des entreprises. Ils sont tarés, je vous jure, c'est des malades. Et encore une fois, pour ce qui est de Cléopâtre, tout ce qu'elle fait est justifié, surjustifié, et tout est pardonné. Elle se donne au conquérant Jules César pour sauver son trône, pour sauver ses miches, mais en fait non, c'était un amour sincère déjà, hein, égalitaire bien sûr, et en plus elle faisait ça pour le peuple, voyons. Et puis au final, c'est elle qui le manipule, évidemment, et pas l'inverse. Elle a dû se cacher lamentablement dans un tapis pour pouvoir rencontrer César, mais en fait non, c'était pas un tapis, c'était un sac, ce qui est mieux, je suppose. César se casse, il retourne à Rome sans reconnaître Césarion, l'enfant qu'il lui a fait. Mais ça, c'est pas grave, c'est normal. Cléopâtre le comprend très bien. Ensuite, avec Marc-Antoine, alors elle se prostitue, hein, littéralement, habillée en Vénus pour l'allumer, pour sauver son trône. Mais en fait, non, voyez, parce qu'il s'aimait vraiment. Marc-Antoine, il lui fait des enfants, il se casse à Rome, il épouse Octavie, donc une Romaine,
il donne plus aucune nouvelle pendant 3 ans. Il la ghost complètement. Mais ça aussi, c'est pas grave, c'est politique. Cléopâtre le comprend très bien. Il ne la recontacte qu'au bout de ces 3 ans. Pourquoi? Bah parce qu'il a besoin de son armée contre les Parthes. Mais attention là aussi, je cite, ce sont deux acteurs de pouvoir qui s'allient pour des intérêts mutuels. Bien sûr, c'est flagrant, ça saute aux yeux. Marc-Antoine finira par l'épouser quand il n'aura plus rien, quand il ne sera plus rien et qu'il n'aura plus qu'elle. Lors de la bataille d'Actium, dès que ça commence à tourner au vinaigre, Cléopâtre abandonne littéralement Marc-Antoine. Elle se casse avec sa flotte, mais là aussi, tout est justifié. Tout est pardonné. C'était la meilleure décision. Elle l'a fait pour des raisons pragmatiques, voyez-vous, parce qu'elle est intelligente et puis surtout, elle pense à son peuple. Au passage, un Romain n'aurait jamais fait ça, hein. Jamais. Et à la fin, elle finit par se suicider. Et là aussi, c'est tout à sa gloire, parce que c'était pour éviter de tomber entre les mains de l'oppression patriarcale romaine. Que c'est beau. Enfin voilà, vous voyez un peu le tableau, hein, le prisme féministe est ultra développé dans cette série documentaire. C'est même carrément du turbo-féminisme, là, jusqu'à la caricature. Et ça, c'est en plus de l'autre prisme de la série, l'afrocentrisme. Mini parenthèse, si vous appréciez mon travail et que vous voulez me soutenir, abonnez-vous à cette chaîne par avance. Merci beaucoup. Cléopâtre était-elle noire? Maintenant, on rentre dans le vif du sujet parce que c'est le propos de la série, c'est comme ça qu'elle nous a été vendue. Alors il y a un petit débat chez les historiens, mais pour eux, pour les producteurs de la série, ça ne fait aucun doute. L'une des intervenantes, alors c'est elle, hein, je vous l'ai dit au début, c'est vraiment ma préférée, elle nous dit au tout début « Ma grand-mère me disait « Je me fiche de ce qu'ils t'ont dit à l'école. Cléopâtre était noire. » Ah bah si ta grand-mère le disait, écoute, moi je m'incline. Cette femme, elle est géniale, vraiment, je l'adore. À un moment, elle nous dit même que Cléopâtre en personne est venue la visiter dans ses rêves pour lui dire « Tu dois raconter mon histoire. » Devant ce niveau, franchement, encore une fois, je m'incline. On en a un autre, un guignol là, qui nous dit « Moi, Cléopâtre, je l'imagine bouclée avec la même couleur de peau que moi. » Le mec l'imagine, quoi. Il projette sur elle ses propres fantasmes. C'est comme si moi, j'aime bien... J'aime bien qui, moi? J'aime bien Otis Redding, voilà. Donc il me plaît à penser qu'il était blanc. Voilà, ça me plaît. Donc je l'affirme. Voilà, ça vous donne une idée du niveau général de ces experts, et c'est ça tout du long. Enfin voilà, c'est l'angle principal de la série au-delà du féminisme. Cléopâtre était noire, c'était une reine africaine, c'est affirmé dès le début, dans la bande-annonce, à la fin. Mais qu'en dit l'histoire? Alors je vais vous la faire courte, hein, parce que beaucoup de gens ont déjà évoqué le sujet, et je vous mets toutes mes sources en description. Cléopâtre appartient à la dynastie macédonienne des Lagides, fondée par Ptolémée et qui règne sur l'Égypte depuis 300 ans. Donc c'est une dynastie grecque. Son père est Ptolémée XII et sa mère, on n'en sait rien. Et c'est justement dans cette brèche que ces pseudo-historiens militants s'engouffrent pour justifier leur grossière affirmation d'une Cléopâtre noire. Alors il y a un doute, hein, oui, étant donné qu'on ne connaît pas sa mère, qui était une concubine de Ptolémée, il y a un doute, et personne ne le nie. En revanche, ce doute est très mince. Les Ptolémées sont réputés pour être à ce point obsédés par la pureté de leur sang qu'ils ne se mariaient et ne se reproduisaient qu'en famille, et le plus souvent entre frères et sœurs. C'est dégueulasse, mais c'était comme ça, et ça en dit long. Maurice Sartre, professeur émérite à l'université de Tours, nous dit dans le Figaro « Ptolémée a peut-être eu Cléopâtre VII avec une concubine, mais tout indique que les Lagides étaient très fiers de la pureté de leur sang macédonien et qu'ils tentaient, dans la mesure du possible, de ne s'unir qu'avec des personnes de l'aristocratie macédonienne. » Un autre historien, Toby Wilkinson, égyptologue, va également dans ce sens et nous dit que si des doutes subsistent quant à l'identité de la mère de Cléopâtre, des siècles de tradition royale suggèrent qu'elle aussi était d'origine grecque macédonienne. De son côté, l'association de lutte contre la désinformation en histoire, histoire de l'art et archéologie a tranché dans le vif. Aucune source crédible ne nous permet actuellement d'émettre l'hypothèse que la souveraine égyptienne ait pu avoir la peau noire. Elle ajoute même, en allant dans le sens des historiens que j'ai cités juste avant, les Lagides pratiquent une endogamie stricte, c'est-à-dire qu'ils épousent des femmes d'ascendance macédonienne issues souvent de leur famille. Et concernant les portraits de la reine, d'époque comme plus tardif, il est difficile de s'y fier. Mais encore une fois, personne ne la représente avec des traits africains, ils sont toujours hellénistiques. Et je peux vous dire que si c'était le cas, les Romains qui la détestaient, ils s'en seraient donné à cœur joie. Et je parle même pas de la théorie sur la sépulture, enfin la prétendue sépulture de sa sœur Aminoé, parce que là aussi, il n'y a rien qui tient debout. Ni du fait qu'aucune, je dis bien aucune, des reines macédoniennes n'était noire. Encore une fois, je vous mets tous les liens en description. Donc en résumé, il y a très peu de chances pour que la mère de Cléopâtre soit d'origine égyptienne, encore moins noire. Il y a un micro-doute, certes, et à partir de ce micro-doute, Netflix nous pond une série documentaire, et même carrément une affirmation. Oui, parce que je vous l'ai dit, la série se termine par ces mots,
prononcée par mon intervenante favorite, Cléopâtre était une reine africaine et on a fait du whitewashing. Et elle nous dit aussi, sa couleur de peau aurait été délibérément blanchie par les mensonges répétés de générations d'enseignants. Et elle ajoute aussi, en parlant de Cléopâtre, que son histoire fait écho chez toutes les femmes. Voilà, ça c'était pour remettre une petite couche de turbo-féminisme sur cette œuvre, déjà turbo-afrocentriste. Franchement, la seule chose qui manque, c'est l'électricité et les antennes sur les pyramides. On voit donc ici, et ce sera ma conclusion, qu'il aura fallu un petit doute microscopique pour que Netflix s'y engouffre et nous balance sa propagande grossière au visage, heureusement avec de gros sabots et sans aucune subtilité. Et ainsi, ils ont fait pareil avec La Reine Charlotte, autre série toute récente. Je ne l'ai pas vue, je vous l'ai dit, j'ai pas l'intention de la voir, mais je vais quand même vous dire quelques mots sur la polémique. Dans la série, La Reine Charlotte est noire, ça n'aura échappé à personne, et elle l'était déjà dans la chronique des Bridgerton. Et encore une fois, que nous dit l'histoire? J'ai même pas envie d'entrer dans les détails tellement c'est ridicule et tellement il n'y a rien. En gros, cette théorie, elle a été balancée dans les années 1940 par un mouvement pro-mixité. Cette théorie se base sur un seul portrait de la reine qui, selon les auteurs, a des narines larges, etc. Alors que sur tous les autres portraits, elle est ultra giga méga blanche, bref. Et ensuite, il y a des études généalogiques qui lui prêteraient une ascendance mort. Et quand bien même cela serait vrai, ça nous fait remonter à la 15e génération, ce qui fait que Charlotte aurait eu 0,003% de gènes morts. Fantastique. Encore une fois, du grand n'importe quoi et surtout du grand rien du tout. Et de ce petit rien du tout, de cette petite brèche, Netflix en a fait ça. Voilà ce fameux blackwashing à l'œuvre en ce moment. Alors j'ai cité ces deux exemples parce que ce sont les plus récents, mais j'ai déjà évoqué d'autres exemples dans mes précédentes vidéos. Que ce soit concernant nos personnages historiques, mais aussi nos personnages fictifs, on voit bien que Disney est en train de blackwasher toutes les figures de nos contes et légendes. Amazon aussi, qui est en train de blackwasher l'œuvre de Tolkien. Eh bien, on voit un grand mouvement à l'œuvre actuellement, et puis on voit aussi surtout que l'appropriation culturelle tant décriée n'est problématique que dans un sens. Fort heureusement, de plus en plus de gens prennent conscience de tout ça. Chaque nouvelle sortie de ce genre est une nouvelle polémique, toujours plus forte. Les notes des internautes et les audiences nous montrent clairement un ras-le-bol du public, politisé ou pas, et ça fait bien plaisir. Croyez-moi, j'en ai déjà parlé avec Édouard Chano, qui est l'auteur du livre L'Empire Netflix, que je vous invite à lire, il est vraiment très bon. Le wokisme touche à sa fin. Le wokisme n'en a plus pour très longtemps, il est en train de devenir une grossière caricature, et nous assistons en ce moment, avec délectation, je dois l'avouer, à sa chute sous le poids de ses propres excès. Merci de m'avoir écouté, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner et de liker si vous voulez soutenir mon travail. Je vous invite maintenant à rejoindre la section commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.